Bonjour et bienvenue sur le podcast où l'on parle des solutions pour faire face au TOC et à l'anxiété. Je m'appelle Antoine, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Aujourd'hui, je suis devenu psychopraticien et coach. J'accompagne les personnes à dépasser leurs petites mais aussi leurs grandes peurs. Avec ce podcast, je souhaite vous partager les clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Elsa sur le TOC de couple. Elle en a souffert à un niveau très élevé. Elle nous raconte dans cet épisode comment son TOC se manifestait, comment elle a choisi ses thérapeutes et on aborde aussi ensemble les exercices qui l'ont le plus aidé. Je remercie Elsa pour son témoignage. Elle a fait un travail énorme sur elle-même et elle apporte ici des belles clés qui, je suis sûr, vous aideront, que vous souffriez de TOC de couple ou même d'ailleurs d'un autre TOC. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Elsa. Bonjour Antoine. Alors tu m'as contacté par mail, tu souhaitais, alors je te connaissais pas avant, et tu Mm. souhaitais témoigner, euh, peut-être par rapport au TOC que tu as pu, une période de TOC que tu as vécu dans ta vie. C'est ça. Alors j'avais une première question, pourquoi tu as voulu témoigner comme ça? En fait, déjà, je voulais prendre contact avec toi parce que quand les tox sont apparus de manière intensive, pour moi, je suis tombée assez rapidement sur ton podcast qui m'a énormément soulagée dans un premier temps, qui m'a appris beaucoup et qui m'a vraiment, enfin, ça m'a vraiment aidée. Et en fait, au-delà de mon propre combat et de ma propre progression, je me suis dit, mais c'est tellement dommage que ce soit un sujet qui soit encore assez méconnu et assez tabou. Et en fait, j'ai une envie un peu de militer, de faire connaître ça pour que les gens qui en souffrent ou qui connaissent des gens qui souffrent de ça puissent se dire, bah, j'ai des solutions, j'ai des clés et je peux m'en sortir, en fait. Ok, L'âge supplémentaire permettait enfin voilà, d'apporter de nouvelles réponses. Bah, je voulais un peu contribuer à ça. ok, ça marche. Du coup, ça a commencé quand pour toi alors? C'est assez récent, le podcast, il est pas si vieux que ça. Ouais. En fait, bah, maintenant que je suis dans un travail thérapeutique, j'ai l'impression qu'il y avait certaines manifestations qui sont bien plus anciennes. Mais en fait, le premier gros épisode qui m'a vraiment marqué, c'était il y a un peu plus d'un an, où j'ai eu des pensées intrusives d'un coup. Et j'ai pas compris ce qui m'arrivait en fait. J'étais en panique totale. J'ai eu des grosses crises d'angoisse. Et très sincèrement, j'ai passé un week-end affreux après ça. Et je me suis dit, je ne vais jamais m'en sortir. C'était vraiment, je suis une personne horrible, je ne vais pas m'en sortir, ça marchera pas. La stratégie que j'avais adoptée à ce moment-là, c'était de fuir. Du coup, ces pensées intrusives concernaient une personne. Et je me suis dit, bon, je ne vais plus voir cette personne. Et, Donc, et le oui. fait que ça t'arrivait vis-à-vis de cette personne, ça racontait quoi selon toi sur toi? Qu'est-ce que ça voulait dire? À ce moment-là, je pense que c'était un... En fait, je pense que j'étais dans une étape de ma vie où j'avais envie d'évoluer, d'avancer sur des sujets. Moi, je suis quelqu'un de... Voilà, c'était en fait, moi, c'est plutôt axé sur le talk du couple, pour le coup. Et j'étais dans une période où, en fait, je ne m'autorisais rien. C'est-à-dire que si j'avais une pensée ou si je trouvais, par exemple, un homme ou une femme, peu importe, attirant, attirante, mais sans qu'il y ait plus, bah, je le vivais comme une tromperie. J'avais l'impression de tromper mon partenaire. J'étais très exigeante envers moi-même. Et je pense que là, c'était à un moment donné où bah, c'était stop, en fait. Ça Mhm. faisait longtemps que j'étais avec mon partenaire. J'étais trop, et je suis toujours très exigeante envers moi-même et envers les sentiments que j'ai pour lui, quoi. Et la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que tu as exigence vis-à-vis de lui ou pas? Oui, oui. J'ai en fait au début c'était et je me demande d'ailleurs si c'est pas lié, mais c'est au début c'était de la jalousie maladive. C'est dès qu'il y avait un regard ou juste un mot envers une femme, une fille, c'était la fin des haricots, quoi. Ok. Et tu mettais le lien, donc là on est parti sur le talk du couple, mais tu mettais le lien entre si j'ai cette pensée-là, ça veut dire que je l'aime pas? Ou Ouais. ok. Ça veut Ou dire c'est- que je serais capable de le tromper, de lui faire du mal. Et en ok. fait, ça sonnait faux. Ça me faisait du mal. Maintenant, je m'en rends compte, mais ça me faisait peur. Avec une notion de pureté du couple, un besoin que cette pureté de la pensée? Ouais, totalement. Ouais. Presque du perfectionnisme ou carrément Oui, peut-être. oui, carrément.
C'est que, en fait, bah, j'ai vécu une histoire avec un divorce de mes parents qui s'est mal passé. Et du coup, mon objectif de vie, qui l'est toujours aujourd'hui, c'est d'avoir un couple stable, aimant. Et moi, je suis un peu dans un peu vieux jeu, c'est que je voulais aussi tout contrôler, vivre une seule histoire, une belle histoire. Et puis, voilà, pour moi, trouver quelqu'un d'attirant ou pas, penser à quelqu'un d'autre, rêver de quelqu'un d'autre, ça voulait dire, oh là, c'est pas parfait, c'est tromperie. Alors que, alors que non, pas du tout. Ok. Ici, tu parles de choix de vie avec des valeurs qui sont, en tout cas, qui ressortent par rapport à ce que tu racontes. Mm. Euh, Tu dirais la valeur du couple, la valeur amour, elle est bien au-dessus de tout ce que tu peux. On parle souvent de la santé, on parle souvent du travail, on parle souvent de l'argent en termes de valeurs. Alors, c'était des valeurs globales. Pour toi, la valeur couple, ou on va dire relation amoureuse, elle vient bien au-delà de tout ça, Bien au-delà, ouais, totalement. même C- supérieur à la santé? Aujourd'hui, je dirais pas ça, Oui, parce mais que à ta santé, l'époque, elle a oui. été malmenée à un moment donné, santé Exactement. émotionnelle, Mais à l'époque, oui, complètement. C'était le couple avant tout. le Avant couple la avant. famille, avant tout. Ok. Euh, et, euh, et donc, du coup, voilà, il y a eu ce fameux week-end où tu comprenais pas vraiment ce qui t'arrivait. Ouais. Euh, je suppose que après le week-end, il y a eu le reste de la semaine. Ça s'est passé comment le reste de la semaine? En fait, ça a été parce que, bah, et c'est pas quelque chose que je conseille, c'est que j'ai évité cette personne. Je fais une stratégie d'évitement, mais totale, c'est-à-dire que je n'ai plus vu cette personne du tout. Personne qui, en plus, je précise, c'était pas une personne, c'est une personne lambda, hein. Il y avait pas de, il y avait rien du tout. Donc, je l'ai complètement évité. Mais en fait, ça a juste repoussé le problème. C'est-à-dire que là, sur cet épisode, bon, bah, voilà, il y avait quelques pensées, il y avait quelques angoisses, mais c'était clos, entre guillemets, pour que ça me revienne encore plus fort en octobre dernier, en fait, fin octobre dernier. Avec la même personne ou une autre? Une autre, Ah, rien à voir. ok. Et donc là, à nouveau, les périodes de doute qui commencent à avancer. Ouais, bah là, en plus, c'était une période un peu importante pour moi, c'était changement de travail. Donc voilà, je venais de finir mes études supérieures, je commençais mon CDI, et ça a fait ça avec un collègue de travail. Donc là, stratégie d'évitement, c'était pas possible. Ouais. Mais en fait, ça s'est manifesté très très fort une journée et mes collègues m'ont vu, ils ont vu que j'étais pâle, enfin voilà, j'étais en pleine crise et ils m'ont dit rentre chez toi. Ils savaient pas ce que j'avais bien évidemment, parce que moi non plus d'ailleurs. Et je suis rentrée chez moi en pleurs totales. Et c'est à partir de là en fait où je me suis confiée parce que je pouvais pas garder ce que j'avais pour moi. Donc je me suis confiée à d'autres personnes, notamment à mes parents. Et j'ai tout lâché, pensant que j'allais être jugée, on allait me dire, oh là, t'es pas normal. Et en fait, pas du tout. Donc ça m'a libérée déjà d'un premier poids. Et en fait, malheureusement, j'ai été arrêtée. J'ai eu un arrêt de travail pendant 2 semaines parce que j'étais dans une telle crise émotionnelle que je n'arrivais pas à gérer quoi que ce soit. Et Ça, ça refaisait un après, peu d'évitement du coup. ça, voilà, ça faisait Ouais. un petit peu d'évitement. Donc forcément, ça allait un petit peu mieux. Mais ça permet de calmer le jeu. Ouais. Hmm. Mais c'est ouais, ça permettait de calmer le jeu et d'avoir après de consulter vraiment des professionnels pour avoir des diagnostics, mais peut-être on en parlera après, des diagnostics un peu Mais, différents. mais comment ça se passe? Parce que c'est vrai que pour le talk de couple, bah, c'est pas évident de distinguer. En fait, pour toi, c'est peut-être le fait avoir eu ces pensées-là par rapport à la deuxième personne. Tu t'es dit, il y a Ouais. un problème et que c'était pas une. Par contre, il y a des personnes qui restent avec ce genre de problème, avec une seule personne ou une seule catégorie de personnes. Hein. Toi, qu'est-ce qui a fait que ça a switché assez rapidement? Moi, j'ai l'impression que ça a switché assez rapidement pour toi, le fait de, bah, en fait, c'est un problème de TOC ou c'est un problème psychologique. Ça n'a rien à voir avec une attirance physique ou des pensées. Euh, Enfin voilà, enfin, tu vois ce Hum. que je veux dire? Ouais, totalement. Bah, en fait, déjà, il y avait cette partie rationnelle de moi où je me disais, je n'ai aucune attirance pour cette personne. Enfin, pour ces personnes avec qui ça arrivait, il n'y avait pas d'attirance physique, il n'y avait pas, j'avais la chance que ça tombe sur ce genre de personnes, disant c'était pas des personnes avec qui je m'entendais particulièrement bien, c'était vraiment une personne lambda. Donc ça m'a aidé à me dire de cette personne ne me plaît pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas de l'attirance en tout Tu veux cas, dire donc que c'est pas ça. c'était dissonant
avec tout ce que ça t'avais pu vivre avant, par exemple avec ton compagnon ou avec d'autres personnes avec qui t'es sorti? Ouais, ouais, c'était. Il n'y avait pas d'attirance, il n'y avait rien en fait. Ok, Vraiment rien. ok. On parle de garçons, là, on est d'accord? Oui, Ouais. totalement. Du coup, bah forcément, tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème. Euh, Ouais. J'imagine que tu étais assez loin d'imaginer que ça puisse être un TOC. Bah, pas du tout, parce qu'en fait, pour moi, encore naïvement, parce que j'avais eu quelques tocs quand j'étais adolescente, mais c'était plutôt des tocs de si je mets pas l'aspirateur à cet endroit-là, eh ben, on va me quitter, on va me faire du mal. C'était plutôt ou des tocs de, voilà, de me laver les mains, etc. Mais rien à voir avec des tocs de la pensée, finalement. Ok. Et donc, du coup, finalement, tu t'es retrouvé à avoir un suivi psy, je suppose? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, bah, il fallait que je voie quelqu'un assez, enfin, en urgence, là. Donc, j'ai vu un psychiatre très, très rapidement et je savais pas trop lui décrire les symptômes que j'avais parce que, Bah, c'est ce que j'allais te dire. En fait, comment tu le décrirais, toi, ce qui t'est arrivé? moi, c'était des pensées que je voulais pas avoir et qui C'est me des films? stressaient. C'est des films? C'est des images? Ou simplement des pensées auditives, on va dire? En fait, c'est ça, c'est que c'est pas c'est auditif interne, on va dire. C'était comme une voix interne qui me disait fais ci, fais ça, vas-y, embrasse-le, vas-y, enfin des choses, voilà, de l'ordre un peu de l'impulsion, mais sans que je l'entende vraiment. Sauf que quand je l'ai dit au psychiatre, lui, il s'est dit, elle entend des vraies voix, donc il voulait que je fasse un bilan clinique, il m'a dit que j'avais des risques d'être schizophrène, et il m'a donné un certain nombre de traitements, dont un antipsychotique. Donc, alors, pour le coup, il y avait plus de pensée intrusive, mais alors j'avais envie de dire, il y avait plus de pensée du tout, parce que je ne pensais à rien, vraiment, C'est pendant une possible, semaine. ça? Vraiment, il y avait rien, quoi. Je ne pensais Ah, à rien. ok. Donc, ça ne me correspondait pas du tout, et c'est là que, bah, là, j'ai eu la chance d'être très bien entourée, par mon compagnon et par mes parents, qui m'ont dit, bah, reprends contact, parce que j'avais un suivi psy à l'époque, quand j'étais adolescente. Dit, reprends contact avec ta psychiatre de l'époque, elle a tes antécédents, elle te connaît. Et là, je prends rendez-vous avec ma psychiatre, je lui décris ce qui se passe, et alors là, elle me dit, c'est normal. Vous avez changé de travail en plus, il y a un facteur émotionnel qui est très fort pour vous. Elle m'a dit, on observe beaucoup ça dans des gros changements de vie. Elle m'a même dit quand on vient de se marier, quand on a un C'est enfant. ça. Hmm. Donc toi, je sais que ça a fait écho à ton histoire Hmm. aussi. Mais et alors là, tout qui est retombé, bon, ça n'a pas duré, mais tout qui est retombé en me disant, ok, ça va aller, c'est normal. Et en fait, j'avais essayé l'hypnothérapie aussi. Dans le même temps, en fait, j'avais un peu mis toutes les cartes. Moi, c'est un petit peu ça, et c'est un petit peu le problème, c'est que quand il y a quelque chose, je suis très forte pour les sprints, donc je vais tout mettre en place sur l'instant. Hmm. Sur la durée, c'est plus compliqué. Mais du coup, là, j'ai vu un hypnothérapeute, et cet hypnothérapeute, d'ailleurs, m'avait conseillé, m'avait dit, ne dis pas ce que tu as à ta psychiatre. Parce qu'elle va penser enfin, voilà, il y a encore beaucoup de méconnaissances dans certains, enfin, voilà, comme dans d'autres, mais dans ce corps de métier. Et Bon, finalement, moi, c'est quand même un peu bizarre comme conseil. Ne dis voilà. pas ce que tu as à ta psychiatre. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas du tout écouté. Parce que je me suis dit, non, non, si je vois une psychiatre, c'est pour lui décrire, quitte à ce que je change de thérapeute si ça ne me convient pas. Et je voulais pas du tout écouter, donc j'ai arrêté d'ailleurs de voir cet hypnothérapeute parce que ce conseil m'a un peu chamboulé. Et finalement, mais c'est pour dire qu'en fait, le parcours de trouver les bonnes personnes pour nous accompagner, c'est pas juste parce que c'est un psychothérapeute, un hypnothérapeute que ça va nous convenir. Moi, j'ai vu un premier psychiatre, ça n'a pas été, un premier hypnothérapeute, ça n'a pas été, et Et finalement, j'ai trouvé des personnes qui me correspondent. c'est quoi ton guide? Mon Parce que, guide. parce que dans ce que tu me racontes, c'est pas forcément les résultats. Enfin, je sais pas, c'est quoi? C'est les résultats, c'est l'intuition, c'est un mélange de plein de choses. Qu'est-ce qui fait que tu sais que c'est une bonne personne pour t'accompagner? Ah, c'est une bonne question, ça. Je sais pas, il y a une part d'intuition, et au fur et à mesure, en fait, déjà, je laisse toujours la chance. Voilà, je me base jamais sur une première séance parce que j'ai découvert ma psychothérapeute justement première séance où je me suis dit ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette approche? Pas du tout pour moi. Et finalement, ça m'a beaucoup aidé. Donc je dirais au début la chance, je laisse la chance, l'intuition et ensuite bah, les résultats, oui. Quand c'est des personnes qui me comprennent mais qui me sortent un peu de ma zone de confort et qui sont en accord avec mes valeurs. Parce que me dire que de pas parler à ma psychiatre, ça me correspondait pas, ça m'allait pas. Ouais, c'est même pas une histoire de valeur. Enfin, je veux dire, là, on est sur Oui, quelque chose où ça peut être dangereux, quoi, clairement. oui, hmm,
totalement. Et tu as rencontré ta psychothérapeute, du coup. Ouais, en fait, bah là, j'ai repris ma psychiatre. En fait, j'ai deux psychologues. J'ai ma psychologue avec laquelle je fais de l'EMDR pour l'instant, et qui est spécialisée aussi dans les thérapies cognitivo-comportementales qu'on va mettre en place bientôt. Et ma psychiatre qui, elle, travaille ensemble. Et j'ai une autre psychologue qui, elle, est dans la thérapie plutôt comportementale, qui m'a beaucoup aidée pour mes problèmes de jalousie, justement, qui a une approche totalement différente, mais qui est assez complémentaire de celle que j'ai. Est-ce que, alors, c'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui ont souvent plein de thérapeutes, Ouais. même qui me contactent pour avoir un suivi. Euh, alors moi, c'est vrai que quand ils me contactent et que ça, ils ont, voilà, j'ai deux ou trois thérapeutes, ça va peut-être faire un peu beaucoup, non? Et Mhm. du coup, ces personnes-là, finalement, je leur dis d'une certaine manière, de choisir. Alors, je Ouais. parle pas de professionnel médical en plus, hein, je parle je vois quelqu'un qui fait de l'hypnose, quelqu'un qui fait de l'EMDR, quelqu'un qui fait une autre technique, etc., etc. Et comment tu vas voir deux psys, par exemple deux psys, Ouais. ils ont forcément une approche différente. C'est quand on fait de l'accompagnement, on n'a pas les mêmes, ils vont pas prendre le même point de départ. Comment tu fais toi pour faire le grand écart d'une certaine manière? C'est ça ma question. Hmm. En fait, bon, déjà, tout ce qui est ma psychiatre, c'est vraiment plutôt pour le suivi du traitement. Et ensuite, dans mes psychologues, en fait, je traite pas les mêmes choses. C'est-à-dire qu'avec ma psychologue avec qui je fais le MDR, je travaille vraiment sur des sujets très douloureux de mon passé, des choses très profondes. Et avec mon autre psychologue, quand je la vois, parce que je la vois pas si souvent que ça, c'est plutôt des choses pratiques de comment je peux m'en sortir dans mon quotidien, le temps que ça aille mieux. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc c'est un peu une approche aussi un peu de sophrologie, je pense. Ok, donc il y a quelque chose d'avantage orienté sur le présent Oui, et quelque chose sur le passé. exact. C'est vrai que c'est pas mal ça. Je parlais de psy tout à l'heure ou de, comment dire, de multiplier les approches. Je pense que ça, c'est valable dans le sens où tu travailles soit sur le passé, soit sur le présent, soit sur le futur, peut-être. Alors Mhm. après, des fois, ça fait quand même des grands écarts. Je continue à le penser. Oui. Mais il y a aussi différents champs, voilà, travailler sur le champ de l'alimentation, par exemple, le champ de l'activité physique, le champ mental, l'énergétique, enfin tout ça, ça peut se combiner, je pense, ensemble Mm. globalement. Mais c'est vrai que, par exemple, deux psy ensemble, j'avais du mal à voir comment c'était possible. Mais c'est vrai que s'il y en a une qui fait de l'EMDR, à ce Ouais. moment-là, c'est beaucoup plus. Et les deux communiquent ensemble? Non, pas ces deux-là, mais la psychiatre et celle qui fait le MDR communiquent parce qu'elles sont dans le même cabinet, en fait. Ah ok, ça marche. Très bien. Mais oui, j'avais entendu ton conseil là-dessus, et d'ailleurs, ça m'avait aidé parce qu'au moment où, quand j'ai découvert le podcast, je me suis dit, allez, je vais me prendre en main, super, je vais mettre un travail en place, je vais le contacter lui, je vais contacter l'hypnothérapeute, l'énergéticienne, enfin voilà, j'avais mon panel, et tu dis la phrase juste derrière en disant, je vous conseille de pas tout mettre en même temps, faites un travail juste abouti avec une personne. Et là, je me suis dit, bon, bah, écoute, on va écouter son conseil et on va aller au bout des choses. Et c'est plutôt une bonne chose. Après, moi, tu vois, ce que tu fais, moi, ça m'arrive de travailler. Au départ, on travaille souvent Alors, je fais pas la même chose avec toutes les personnes que j'accompagne, ça c'est clair. Mais bien souvent, on va commencer pour voir ce qui se passe au niveau du présent. Et puis après, il y a quand même parfois besoin d'aller un peu sur le passé et aussi dans le futur, en fait. Finalement, enfin, le Mm. travail que tu es en train de faire, je le fais aussi. Ouais. Donc, et on va reparler d'un truc intéressant. Tu parles de MDR. Mm. Pourquoi combiner les deux, EMDR et TCC? TCC, c'est très orienté sur le présent, sur comment gérer mes pensées, mes émotions, Mm. euh, avec des exercices concrets. Pourquoi tu combines les deux, toi? En fait, en fait, ce qui s'est passé, moi, dans ma vie, c'est que, en fait, j'étais une petite fille très solaire. Tout allait bien. Et en fait, il y a eu le divorce de mes parents qui est apparu quand j'avais 10, 11 ans, qui a été un gros coup de massue sur ma tête et en fait, je me suis construite avec de l'avance sur certaines choses parce que je devais en gros accompagner ma mère dans certaines difficultés qu'elle pouvait traverser, grandir d'un coup, mais sans avoir les outils de construction d'une personne de mon âge et d'adulte. Donc en fait, j'ai grandi un peu, je sais pas comment dire, mais j'ai grandi d'un coup, mais pas totalement. Et il y avait des choses de mon passé qui ont été assez traumatisantes et que j'avais pas digérées.
et notamment bah, autour du couple. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup de craintes, de jalousie, de peu de confiance en moi autour de ça, parce que je me suis construite autour de tout peut s'écrouler en une journée. Et autour de cette peur-là. C'est un truc qu'on retrouve très souvent, ça. C'est ce qu'on appelle la peur de l'effondrement. Ouais. Ouais, on le retrouve assez souvent, même dans les. Alors, dans tout ce qui est toc de couple, toc homo aussi. Bah ça, Ouais. j'ai eu des pensées là-dessus, Voilà, ça mais pas. c'est quasiment tout le temps là. Ouais, bah là, c'était ça. Et du coup, en fait, bah, j'étais très jeune, en fait, à l'époque où c'est arrivé. Donc, j'avais un suivi psy, mais j'avais pas le recul et je pense que j'avais pas non plus l'envie de parler de ça. C'était plus un moyen de m'évader, de penser à autre chose que de vraiment travailler sur les difficultés du présent. Et du coup, je me suis construite autour de ça. Donc voilà, au fur et à mesure, ça allait un petit peu mieux, ça allait un petit peu mieux. Et finalement, bah, dans des vraies épreuves de la vie, je me rends compte qu'il me manque quelque chose et qu'il y a quelque chose que j'ai pas digéré. D'où ce travail de MDR que je fais avec ma psychologue pour décharger émotionnellement certaines scènes qui sont encore dans ma tête et qui font en fait très vite des raccourcis sur ma vie. Comment ça se passe une séance de MDR, en quelques mots, pour ceux qui connaissent pas? Alors, une séance de MDR, on se base déjà, nous, on choisit une scène traumatisante que j'ai pu vivre. Des fois, je l'ai fait à distance. Ça, je savais pas qu'on pouvait le faire. Mais en fait, on fait avec un système de tapping. Donc, je mets mes mains de part et d'autre, un peu comme si je me faisais un câlin, et je tapote en alternance sur une épaule, droite, gauche. Et ensuite, ma psy me dit, stop, respire, dis-moi ce qui te vient à l'esprit. Donc, donc des fois, c'est des choses très fortes, des fois, c'est rien du tout, des fois, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe, mais on continue, on continue, on continue. Le but, c'est d'extérioriser un peu tout ce qu'il y a dans notre cerveau pour faire un peu ce processus comme quand on dort, en fait, finalement, avec le mouvement des yeux qui décharge émotionnellement tout ce qui s'est passé. Et puis des fois, elle réoriente quand elle voit que l'on part un petit peu, on revient sur la scène. Et le but, c'est vraiment de désamorcer ça. Et alors, la dernière séance de MDR que j'ai faite, j'ai vu qu'elle avait une machine, ça je savais pas, mais une machine en forme de T, avec une lumière qu'on suit, voilà, avec les yeux. Avant, c'était les thérapeutes, ils utilisaient un stylo, mais je pense que ça a créé pas mal de tennis albo, du coup, Elle le du coup, faisait au tout début quand j'avais essayé, elle m'a dit, bon, maintenant je le fais plus, elle le fait bien mieux que moi et c'est bien mieux pour mon bras. Mm. Ça existe avec les sons aussi. Les sons binauraux, c'est comme ça que ça s'appelle? Non, j'ai peut-être un doute. Non, c'est pas ça. En tout cas, c'est des sons alternatifs. Gauche, D'accord. droite. Et Ouais. avec la vibration aussi, parce qu'elle m'avait dit si ça marche pas avec la lumière, il y avait un système avec les deux manettes, une dans chaque main, et ça vibrait dans une main, puis dans l'autre. Ouais, le tout, c'est qu'il y ait comment dire, quelque chose de la sensation gauche-droite. Ouais. Ça va permettre de resynchroniser tout ce que euh, faire ce qu'on appelle de la restructuration cognitive au niveau des souvenirs et prendre un peu de Hmm. distance et décharger les émotions liées aux souvenirs. C'est une Ouais. technique assez puissante, effectivement, très puissante même d'ailleurs, le MDR. On le retrouve, ça ressemble un petit peu, alors ça ressemble, en tout cas sur le principe même de le fait de travailler les souvenirs, les traumas, le FT par exemple le fait aussi, et je trouve de manière un peu plus douce, en tout cas ça c'est mon avis perso. Hmm. Mais en tout cas, ces deux techniques, EFT, EMDR, il y a d'autres techniques qui sont liées au corps, le fait de contracter les muscles, de créer des. On se met un peu en chaise et on vient venir, comment on dit, enfin, bref, toutes ces techniques qui sont en lien avec le corps, je trouve qu'elles sont intéressantes parce qu'elles Hmm. viennent intervenir sur une autre dimension qu'on n'a pas quand on fait, par exemple, la TCC, quoi. Ouais, totalement. Ouais, c'est bien, franchement. Du coup, le MDR, yes. Et ça t'aide en fait, voilà, c'est ça aussi ma question. Tu sens Est-ce que tu sens les avant-après les séances de MDR? Ouais. Alors la première séance, ça a été difficile parce qu'en fait, j'appréhendais le fait qu'après cette séance, mes tocs reviennent très fort parce que j'étais dans une période de calme. Donc j'avais très peur. Bon, c'est revenu, mais je pense plus parce que j'avais peur. Et finalement, là, ça fait plusieurs séances que je fais et ouais, il y a vraiment un avant-après dans les souvenirs que j'ai. Déjà, ils sont plus lointains, je les prends avec une approche très différente finalement, avec un regard d'adulte. Donc ils sont plus digérés quoi.
Est-ce qu'on t'a parlé de ce qu'on appelle une crise de guérison? C'est un truc qui est assez connu en accompagnement. Non, non, C'est non. comme quoi, après une séance, les symptômes augmentent. Ils Ah, sont très forts. Avant de diminuer un bon coup, voire même disparaître. ah C'est bon. quelque chose qui se voit assez souvent. C'est vrai que ça devrait être plus raconté, je trouve ça aussi. Hmm, Je profite à en parler. Il y a des gens qui ont d'autres symptômes, même que leurs symptômes en eux-mêmes, après des séances, hein. Il y a des gens qui vont avoir des vomissements, par exemple, donc des hmm. trucs assez forts. Ah oui, ok. Ou qui vont tomber, qui vont être malades, qui vont avoir une sorte de diarrhée, sans avoir forcément la gastro, enfin bref. Tout Ouais, un tas ok. de symptômes qui peuvent. Donc finalement, des fois, avoir des symptômes après une séance, bah, on peut se dire, alors c'est pas évident à vivre, mais il y a un aspect positif là-dedans, dans le fait, bah ouais, en fait, on a ciblé la bonne chose. Ouais, Mais c'est vrai que ça montre que le MDR, c'est quand même quelque chose qui peut chambouler aussi quand même, hein. On travaille pas sur des trucs. Je suppose qu'en plus, tu travailles sur des traumas qui sont assez vieux, des traumas de l'enfance. ouais, c'est quelque chose qui date d'il y a 15 ans, mais qui est encore ancré dans ma tête et qui est très difficile en fait à appréhender. Déjà en parler, c'était très difficile, à l'accepter et puis des fois à se pardonner, à se dire bon bah j'ai pas agi comme j'aurais agi aujourd'hui, mais j'ai fait ce que j'ai pu quoi. Hmm. Et justement, en parlant de pardon, enfin en parlant des choses, enfin, on va dire du chemin par lequel, euh, j'allais dire, il faut passer, par laquelle on passe pour pouvoir se libérer d'un toc. Euh, Ce chemin, de ce que j'ai cru comprendre, il n'est pas terminé pour toi. Alors Non. peut-être même d'ailleurs, il continuera, comment dire, j'allais dire, il va continuer encore longtemps, mais dans le sens chemin de développement personnel Oui, plutôt. oui. Mais là, pour l'instant, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Il y a un exercice qui m'a beaucoup aidé, bah, qui vient de toi justement, c'était d'écrire ses pensées. En fait, ça a été la chose la plus difficile. Je l'ai repoussé cet exercice parce que pour moi, ça les rendait concrètes. Euh, Ça lui leur donnait. Alors, décris-le. T'as acheté les 5 exercices? Oui. Ok. Décris un peu l'exercice, rapidos, s'il te plaît. Bah, Je donc, vois pas de quoi tu parles. ah oui, Alors, du c'était coup. l'exercice avec le tableau justement. Où on référence le thème du TOC, le Ah oui. type de pensée qu'on a, ce qu'on évite, les compulsions et le niveau de détresse associé à ça. Et il y avait en fait cette idée où il fallait un peu quand même décrire et rentrer dans le concret, peut-être des petits scénarios que je me faisais dans ma tête, etc. Et c'était le plus difficile pour moi. Je pouvais écrire le thème, je pouvais dire ce que j'évitais, je pouvais dire tout, mais à partir du moment où je devais écrire le type de pensée, c'était très difficile. Et je l'ai repoussé pendant ouais, 2, 3 semaines au moins cet exercice. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais le faire. Et finalement, bah, ça m'a libéré de quelque chose et je me suis dit, bah, voilà, c'est Alors, écrit. alors qu'avant, on a l'impression que le fait de l'écrire, ça va le concrétiser et l'ancrer encore plus. Ouais, exactement. Mm. Je fais une petite pirouette, enfin, je reviens un tout petit peu en arrière par rapport à l'EMDR, etc., ce que tu racontais tout à l'heure. Le fait de je vais bien, et en fait, je vais bien et j'ai pas envie de retravailler dessus. J'ai peur de faire Oui. foirer, on va dire, ce que j'ai construit. Et si jamais, alors qu'en réalité, justement, alors c'est humain, hein, quand on Mm. est bien, de pas vouloir retravailler sur ses tocs. Mais justement, je trouve que c'est le moment, enfin, c'est le super moment pour, comment dire, travailler dessus, ça c'est sûr. Ouais. Pour aller un peu plus loin. Et peut-être ce plus loin, c'est pas de travailler directement sur le TOC. Mm. Le plus loin, ça peut être tout simplement de travailler sur la confiance dans un domaine de sa vie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Et comme tout est lié à l'intérieur de nous, le fait de travailler sur un domaine de notre vie, bah forcément, indirectement, on travaille sur le TOC. Enfin voilà, Mm. ça c'était un petit conseil que j'avais envie de passer dans l'interview aussi. Bah oui, mais il y avait aussi ce truc en fait, de savoir aussi travailler dessus dans les moments de calme. De provoquer, ça c'était un autre exercice justement, de provoquer, de penser à cette pensée intrusive, de penser à ce toc et de manière consciente et de pas profiter des moments de calme toujours. Enfin, ça fait du bien de se reposer et de dire bon, aujourd'hui je vais profiter de ma journée, il n'y a pas de souci, mais de dire ok, là je peux travailler dessus avec plus de recul peut-être et aller un petit peu plus loin. Ouais, complètement. Parce que quand ça va mieux, finalement, l'échelle d'exposition, elle change en fait. Hmm. Et ça,
Ça, on le dit rarement. Oui, c'est vrai que c'est pas la même chose. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a eu un point de... Alors, il y a eu un premier point de basculement, je suppose, quand, bah, voilà, quand tu as su que c'était un TOC de couple, quand tu as Ouais, revu ta psy qui t'a dit que tu étais forcément, tu as eu plein de changements de vie et que du coup, c'est normal, en fait, ce qui est en train de se passer ouais, euh, avec ce que tu as vécu. ouais, Donc ça, c'est déjà énorme. Est-ce qu'il y a ouais, eu d'autres points de bascule? Alors, tu m'as parlé de la découverte du podcast. ouais. Ça flatte mon ego. Merci. Quoi Non, mais d'autre? c'est vrai. En fait, bah, au début, il y avait la découverte du podcast en fait, l'acceptation de c'est une pensée intrusive. Mais le talk du couple, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. En fait, c'était en écoutant l'épisode que tu as fait avec Agathe. Yes. Et au début, je l'ai écouté et je l'ai arrêté très vite. Parce que ça me faisait peur de me dire que c'était ça. Et je me disais, non, non, moi, c'est pas ça. Je doute pas de l'amour que j'ai pour mon conjoint, c'est pas vrai, etc. Et je suis revenue dessus au fur et à mesure, après certaines lectures, sur des sites, bah, comme on fait pour se réassurer au début, lisant des forums, etc. Excuse-moi, Ouais. juste, c'est pas que tu doutes d'une certaine manière que t'aimes ton conjoint, c'est que le TOC te fait douter. Oui, oui, C'est c'est le vrai. TOC qui amène ce doute. Oui, mais Tu moi, vois, sur c'est... l'instant, c'est ce qui rentrait dans ma tête. En Ouais. tant que, voilà, je me suis dit, on me fait douter, ça veut dire que je doute. Enfin, il y avait plein de... Tout allait très, très vite, en fait, dans ma tête. Mm. Et du coup, je l'ai quitté, ce podcast. Et je suis revenue un petit peu plus tard, peut-être 1 ou 2 mois après, avec plus de sérénité, parce que déjà, j'avais l'accompagnement de ma psychiatre qui me disait, vous inquiétez pas, c'est normal. Et puis, il y a aussi cette envie de, tout va bien dans ma vie. En fait, c'est ça. C'est que d'un point de vue rationnel, tout allait bien, mon travail, ça se passe bien, avec mon conjoint, ça se passe bien, ma famille, mes amis. Et il y avait cette chose qui était, que je décrivais toujours comme une espèce de bulle, un peu un voile opaque et sombre, alors que je suis dans une vie où il y a plein de soleil et tout est beau. Et j'avais envie de m'en débarrasser pour vivre pleinement mes journées. Je voulais, et du coup, j'ai écouté ce podcast et je me suis dit, bon, ça me parle quand même un petit peu. Mais ça, c'est pareil, hein, tout va bien dans ma vie. Voilà, femme, enfant, travail, et c'est OK, j'ai tout coché. Et en fait, là, je suis en train de... Il y a aussi de la culpabilité, punaise. Mm, Je suis en train de me mettre un enfer alors qu'extérieurement, tout va bien. Comment c'est ça se fait? ça. Et on se culpabilise. Et puis moi, je culpabilisais aussi par rapport à mon conjoint, parce que mon conjoint, il a eu un rôle énorme aussi, enfin dans l'accompagnement. Il a tout de suite été au courant, très à l'écoute et très compréhensif. Ce qui était difficile pour lui, hein, on en a reparlé récemment. C'est difficile de comprendre ce que c'est un TOC du couple, un TOC de la pensée quand on n'en a pas. Ouais, je C'est, pense que c'est- c'est- tant qu'on l'a pas vécu dans sa chair et dans sa psyché, c'est pas évident. Ah bah oui, parce que pour lui de se dire, et pourtant, enfin, il a fait preuve de calme et de compréhension, parce que se dire, par exemple, que je pouvais avoir des images où j'embrassais une autre personne sans en avoir envie, pour lui, c'était, mais bon, je lui fais confiance, mais je comprends pas. Mais il me l'a jamais fait ressentir dans les moments de crise, heureusement. Et j'avais de la culpabilité, et je pense que j'en ai encore un petit peu aujourd'hui, de me dire, bah, tout va bien, tout allait bien. Et dans sa tête, peut-être que je le fais aller mal parce que moi, je vais mal par rapport à ça. Votre couple, il a évolué avec ça. Énormément. Ouais. Énormément. Mais moi, en tant que personne, surtout. C'est surtout ça. Voilà. Il y avait une question que je voulais te poser. Qui étais-tu avant et qui es-tu maintenant? Comment les choses elles ont changé? Tu dirais en quelques phrases, sans forcément. Ouais. C'est sans doute plus complexe que ce que tu vas raconter, mais qu'est-ce que tu dirais? Comment tout ça, Bah, ça enrichit ton couple? Voilà, je te balance plein de ouais. questions. C'est très Bah, confusionnant, c'est pas très aidant pour la réponse, non, mais mais je désolé. sais, je pense que je sais ce que je vais te répondre principalement parce que, en fait, avant, déjà, on a une grande différence d'âge avec mon conjoint. Et ce qui fait qu'il y a toujours eu cette chose où j'étais dépendante de lui, je lui racontais tout, vraiment tout. Et aujourd'hui, bah, j'arrive plus à gérer. Je gère mes choses, je gère mes combats. Et parce que déjà, ça partait du fait que j'avais pas envie de l'impliquer dans tout, dans tout, parce que j'avais pas envie de lui faire du mal. Et en fait, parce qu'après, j'ai pris conscience que bah, il pouvait être à côté de moi, mais il peut pas mener le combat à ma place. Et avant, dans toutes les épreuves que j'avais, il menait le combat vraiment à ma place. Et aujourd'hui, je suis plus indépendante par rapport à ça.
Je dirais qu'il y avait avant une forme de lien de dépendance avec Oui, lui, le fait de se réassurer constamment, de... Ouais. oui. Et puis même le TOC, en fait, bah, je l'avais noté parce que j'ai divers cahiers, carnets où je note mes choses, où ça amplifiait ça. En fait, j'avais plus confiance en moi, je savais plus qui j'étais concrètement, et j'avais besoin de demander aux gens ce que je ressentais. Est-ce que j'aime mon conjoint? Est-ce que j'aime ceci? Est-ce que je vais faire ça? Alors que qui mieux que moi pour le savoir? Et aujourd'hui, je sais plus qui je suis. J'ai appris à dissocier mon TOC de moi. Je ne suis pas mes pensées. Et, euh, et ouais, déjà, il y a une forme d'acceptation et d'indépendance. Est-ce que tu as maintenant des moments de certitude absolue? C'est-à-dire des moments où le TOC est complètement éteint, tu es avec lui, mais ça peut Hmm, être juste que quelques secondes. ouais, ouais. Et puis, bah, il y a aussi un truc qui m'a aidé là-dessus, c'est de le personnifier. Je lui ai donné un nom, je lui ai donné un rôle. T'appelles- Le TOC, tu parles du TOC? Oui, du toc. Je l'ai Ouais. appelé Basile Bidon. Comme, je sais pas pourquoi. Désolé à tous les Basiles, hein, s'il y en a, ça n'a rien à voir avec vous, mais c'est ce qui est ressorti. Et puis il y avait cette métaphore que tu avais faite qui me parlait beaucoup de chef d'orchestre, où je suis le chef d'orchestre. Mm. Et lui, c'est un musicien qui est au fond de la salle. Bah, il joue fort. On sait pas pourquoi. Il joue pas en rythme, mais il est là. Et oui, pour le coup, oui, il y a des moments de certitude pleine, ouais, ça c'est sûr. Ou en fait, des fois, quand ça arrive, je me dis, bon, bah, il y a mon toc, il est là, il me parle. Et t'as trouvé à quoi ça te servait? Des fois, ça me sert à savoir, à identifier qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose, je suis peut-être soumise à plus de stress, j'ai mal dormi, il y a quelque chose qui me convient pas. Mais je pense que j'ai encore du chemin à faire là-dessus, pour le coup, pour identifier. J'arrive plus à identifier, en fait, il y avait aussi un truc, c'est que j'identifie comme, quand ils se manifestent, après quelle situation, après quelle pensée. Mais après, en fait, il y a eu un truc quand cette situation se manifestait, je me suis dit, ah, bah, le TOC va être là. Par exemple, dans des situations où j'ai beaucoup d'émotions, je suis quelqu'un de très émotive, donc dans des situations où je suis très très heureuse, tout va super bien, mais j'arrive pas à extérioriser mes émotions, le TOC vient. Mais du coup, dans ma tête, je me dis, à chaque fois qu'il y aura cette situation, le top viendra. Donc là, je suis en train d'apprendre à me détacher, à pas prendre ça pour systématique, quoi. Et t'arrives à imaginer une vie sans TOC à nouveau? Oui. En fait, j'irai pas sans toc pour l'instant, mais où le toc ne ruine pas mon quotidien. Parce qu'à un moment donné, voilà, pendant des mois, ça a été très difficile, mais j'arrive à imaginer que j'aurai cette vie avec beaucoup de périodes de calme, où il reviendra, mais il repartira aussi vite qu'il est revenu, en fait. Il y avait Agathe Kespit. Alors, je sais plus si elle avait dit, si elle en avait parlé lors de l'interview que j'avais donnée avec elle, qu'on avait faite ensemble. Elle, clairement, je veux dire, clairement, il n'y a plus de, il y a plus de Mm. soucis de ce côté. Enfin, je veux dire, elle, clairement, il n'y a plus rien du tout. Il y a plus, Ouais. donc, c'est possible, même pour le talk de couple, de complètement d'être libérée. Elle est passée par d'autres voies que le MDR. Enfin, elle en parle. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode de podcast. Je pense que si vous tapez talk de couple dans la chaîne, vous allez le retrouver. Mais elle est passée par des techniques un petit peu. Alors, je pense que c'est des techniques. Ça s'appelle comment cette technique? Bah, je ne sais plus. J'ai un trou. Bon, en tout cas, elle n'est pas passée par une TCC, elle n'est pas passée par des choses classiques. Mm. Mais voilà, la première chose à faire, ça reste quand même de passer par une TCC. Mais après, je pense que la TCC, ça parle pas non plus à tout le monde. Euh, Non, je pense pas. Je pense que chacun. En plus, il y a des. Le TOC se manifeste pour différentes raisons, pour chacun. Donc moi, le MDR, c'était pertinent pour moi. les raisons sont pas les mêmes. Bah oui, c'est pareil, c'est pareil. Souvent, on pose la question, ouais, quelle thérapie, etc. Bah ouais, mais sans se connaître votre histoire et le pourquoi, en tout cas, le comment ça se manifeste, etc., etc. C'est pas toujours évident de conseiller les gens. Ouais, Moi, je dis souvent, voilà, première chose, c'est la TCC. Après, bah forcément, s'il y a eu des traumatismes importants dans l'année qui précède les TOC, bah, ça peut être valoir le coup quand même de passer par des choses comme le MDR ou le FT. Enfin, voilà. Mm. Euh,
est-ce que pour toi, quelle est la chose à faire par rapport à ce que tu as appris? Une chose à faire absolument lorsqu'on souffre de TOC. Et l'autre truc, c'est une chose à pas faire. Ce que tu as envie de partager par rapport à tout ce que tu as pu apprendre là-dessus. Alors C'est la chose à ne pas faire, ça je le sais, c'est de l'éviter. Parce que ouais. oui, ça va, sur l'instant, ça va soulager, ça peut disparaître quelque temps, mais ça revient. Toi, cet évitement, il était dans la dimension donc physique, tu m'as dit, tu Oui. évitais les personnes, mais aussi psychique, c'est-à-dire que tu évitais les pensées. Ouais, en fait, bah déjà, il y avait ce combat, en fait, je le voyais vraiment comme un combat d'auto-persuasion. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je le pense pas. C'est pas vrai. J'étais vraiment, je bloquais en fait cette pensée. Je l'acceptais pas et du coup, je la comprenais pas. Je comprenais pas ce qu'elle voulait, pourquoi elle était là, ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle disait de moi. Parce que je pensais qu'elle voulait dire quelque chose qui n'était pas du tout ça. Je pensais qu'elle voulait dire je serais incapable de vivre une grande histoire d'amour toute ma vie avec cette personne, etc. Alors que c'est pas ça que ça voulait dire. Ça voulait dire, là, il y a quelque chose que tu dois creuser, il y a quelque chose que tu dois travailler. Ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne, ça veut pas dire que... Enfin, voilà, Donc, je dirais ne pas éviter. En fait, il faut apprendre à l'écouter, parce qu'elle dit des choses. Elle dit des choses très importantes, et moi, c'est pas anodin aussi, c'est arrivé cette année très fort. C'est l'année où, avec mon conjoint, on s'est dit, tiens, on aimerait bien essayer d'avoir un enfant, on commence à se poser des questions. Et je pense que c'est pas anodin. Donc, il y avait des choses, il y a des choses à travailler. Mais alors, la chose à faire à tout prix, je sais pas. Ça, c'est vraiment une question difficile. Alors, j'avais une autre question. Du coup, j'ai une question peut-être un peu qui pourrait ressembler à celle-là. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'en sortir tout seuls. Hmm, Toi, très vite, tu es allé voir quelqu'un, des professionnels. ouais, Euh, de ton point de vue, de toute façon, tout ce qu'on se raconte, c'est notre point de vue à nous, quoi. Je veux oui. dire. Euh, de ton point de vue, c'est possible de s'en sortir tout seul. En tout cas, pas pour moi. Pour moi, Ok. c'était pas possible. Je me serais perdue, je pense. Je me serais perdue dans beaucoup d'angoisse. Et aujourd'hui, tu travailles sur toi. Oui. Le pourcentage de travail sur toi versus le pourcentage de travail avec un thérapeute, ça donne quoi? Je pense on est sur du 70-80 mois et 20-30 pour le thérapeute. Ouais, En fait, c'est un travail quotidien. ça c'est énorme. C'est un travail quotidien, ça passe par l'écriture. Enfin voilà, je te parlais de mes cahiers. J'ai mon cahier d'exercice, j'ai mon cahier de pensée positive qui m'aide énormément. Dès que j'ai quelque chose de fort, positif qui me vient dans la tête, je le note. J'ai mon journal où j'écris tout, que j'ai appelé Journal d'une toquée, mais je sais que c'est un livre qui existe Hmm. déjà, que j'ai pas encore lu. Mais voilà, où j'écris et tout. Et ça me permet aussi d'avoir... voilà, par exemple, quand j'ai des moments de rechute, de me dire, ah là, ça va pas, je relis et je dis, ah oui, quand même, j'ai bien avancé. Parce que les rechutes que j'ai aujourd'hui, ça n'a rien à voir d'un point de vue charge émotionnelle avec ce que je vivais il y a quelques mois. Hmm. Et on parlait d'évolution du couple. Mm. Euh, alors tu disais que voilà, il y avait plus ces dépendances avec ton compagnon. Il y a des projets qui sont en train d'émerger. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont bougé vis-à-vis de tes parents, notamment peut-être? Oui, parce que j'avais aussi cette envie de dire, regardez à mes parents, regardez, je suis grande, je suis une femme, je suis accomplie, j'ai pas de problème. Et de pouvoir me confier à eux sur ces sujets-là. Déjà, j'ai vu qu'ils ont répondu présent. Ça a ramené un équilibre qui a été, je vais pas dire brisé, mais qui était très complexe après leur divorce finalement. Un soutien en plus, parce que par exemple, quand j'ai besoin de me confier, juste de parler, bah, c'est pas forcément à mon conjoint que je vais envie de parler de ces tocs du couple, parce que j'ai pas envie de lui faire du mal inutilement. Donc, d'avoir un soutien externe, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a ramené un équilibre plus fort. Est-ce que tu crois que finalement,
cette période difficile t'a obligé de montrer finalement ta vulnérabilité à tes parents et de faire tomber un peu ce masque peut-être de fille modèle, j'en sais rien, moi, Ouais, ce que tu portais, enfin voilà, ce que tu laissais paraître. ouais, totalement. Parce que j'ai, et même au-delà de mes parents, cette envie cette quête de perfection où il faut que je sache tout faire. Voilà, il faut que je sache cuisiner, faire de la musique. Il faut que je sois bien apprêtée. Enfin voilà, c'était une pression quotidienne assez dingue. Et il fallait pas que je montre mes faiblesses. En fait, je les dissimulais. Elles étaient toujours là, hein, mais elles étaient sous le tapis derrière. Hmm. Et juste déjà de les accepter, de dire bon bah ok, moi j'ai ça. C'est pas grave. Est-ce que ça me rendrait pas normal finalement? Hmm. Hmm. Moi, j'ai un peu ce truc de t'es toqué, c'est OK. Être toqué, c'est OK. Parce que bon, il y a cette rime, mais oui, on a tous nos difficultés, on a tous nos troubles, quels qu'ils soient, et c'est ça qui nous rend normal. Moi, j'ai fait une séance, ça me rappelle une séance que j'ai faite ce matin euh, avec une personne que j'accompagne. Et elle avait des TOC, et cette personne avait des TOC, et sa fille, très jeune, s'en rendait compte. Mm, Et elle n'osait pas le dire, elle n'osait pas en parler à sa fille. Alors elle faisait de l'évitement par rapport au fait d'aller dans un magasin. Et du coup, sa fille s'était bien rendu compte, bah voilà, pourquoi il y a un problème quelque part. Non, non, il n'y a mm, rien, il y a rien. Et elle avait très peur que sa fille, elle puisse la voir comme une maman fragile. mm, Et la pirouette que je lui ai suggérée en séance, c'est bah voilà, ta fille, je pense qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle sent que tu es stressé. Donc dis-lui, dis-lui que tu as mm. certaines peurs, pas besoin forcément d'aller trop dans les détails, mais dis-lui que comme finalement on a tous certaines de nos limites, mais explique-lui que tu fais le travail pour t'en sortir. Et cette dernière partie de la phrase là, explique-lui que tu fais le travail pour en sortir. Ça nous remet dans un truc, on n'est plus dans une totale vulnérabilité. C'est oui, on a des soucis, mais on fait des choses pour s'en sortir. Ouais. Finalement, on renoue d'une certaine manière à à notre puissance intérieure, j'ai envie de dire, à notre capacité à changer. Mm, Et on se coupe du statut de complète victime quand on fait ça. ouais. Ça change complètement l'état d'esprit. Et donc voilà. Je, crois- Ouais. Parce que moi, je- j'avais cette chose aussi enfin, je sais pas si quand tu dis complète, c'est par rapport à... tu parlais de compétition, non? Ou complète, tu disais, je sais pas si c'est ce que t'as dit. je sais plus. T'as dit pour moi, t'avais dit complète victime, du coup, ça a fait écho à compétition pour moi. Cet esprit de, voilà, il faut toujours être mieux que les autres, il faut toujours être premier, il faut toujours machin. Et pour moi, du coup, avoir des tocs, ça me plaçait, mais en bas de En bas de l'échelle. l'échelle sociale. Voilà, c'est ça. Parce que, et c'est pour ça aussi, je te disais que voilà, je voulais en parler, j'en parle très librement dans mon cercle, que ce soit de la famille, mes amis, parce que moi, j'ai pas honte quand j'ai une grippe d'aller voir le médecin, de prendre un Doliprane. Par contre, les gens, quand ils ont, voilà, on souffre de troubles anxieux, de dépression, aller voir un psychiatre. Bon, alors c'est très personnel, on n'est pas obligé de le clamer, d'en parler, voilà, comme pour tout. Mais c'est plus une honte. Aujourd'hui, encore pour beaucoup de personnes, alors ça change, mais je trouve ça dommage. Parce que c'est un médecin, c'est un trouble comme un autre, et il y a des solutions, il y a des traitements, quels qu'ils soient. Et voilà, c'est un peu ça que sur lequel j'ai envie de, de me battre. C'est un peu le coup de gueule c'est pas une honte d'aller voir un psychiatre, c'est pas une honte de prendre des antidépresseurs si on en a besoin, de prendre voilà, on a nos troubles, on a des solutions, et voilà. Je pense qu'il y a aussi une impression de la part du grand public. Bon, après, on s'éloigne, mais il y a Mm. aussi un côté, le problème mental, il peut être résolu avec la volonté. Et si tu t'en sors pas tout seul, la dépression, ouais, allez, bouge-toi un peu, il suffit de sortir un petit peu, Ouais, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc voilà. ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu voulais... Alors moi, j'ai plus de questions. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Elsa, par rapport à tout ce qu'on a raconté? Ça fait déjà pas mal de choses, ça fait quasiment 1 heure qu'on discute ensemble. Oui, oui. Ben, je... Ah, j'en ai encore une. Ah, C'est quoi les marqueurs qui te montrent que tu vas mieux?
Haha, les marqueurs qui me montrent que je vais mieux. euh, Déjà, quand le TOC quand les pensées intrusives se manifestent, avant c'était crise d'angoisse automatique. Bouffée de chaleur, crise d'angoisse, pleurs, nausées, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Hmm. Aujourd'hui, voilà, des fois, il y a des petites. Je veux pas dire que ça ne fait plus rien. Il y a des fois où, surtout quand ça dure, des fois ça dure une journée, des fois c'est sur 2, 3 jours. C'est pas très confortable, mais je suis pas. Ça va faire 2 ou 3 mois que j'ai pas fait de crise, de grosse crise d'angoisse. Donc c'est récent encore. Ça fait 3 mois où, Bon, 3 mois, c'est énorme quand même. oui, Non, ça montre qu'il y a un sacré cap qui a été passé, clairement. hmm, Et donc, du coup, tu te bases pas par rapport aux pensées intrusives, t'es pas tombé dans le piège. non, 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 mais en fait je sais pas, non, parce qu'il y en a, hein, il y en a, mais elles sont là. Bah, le truc, c'est qu'à un moment donné, quand on a vécu un TOC comme ce que tu as vécu, c'est qu'on a une tendance à quand même à surveiller davantage les pensées et on va Hmm. avoir tendance à étiqueter très facilement pensée intrusive. Ça, c'est une pensée intrusive. Alors Ouais. que, voilà. Et ça, ce phénomène de, on va dire, de rester sur ses gardes comme ça, d'étiquetage, il met un peu plus de temps à partir. Ouais. Oui, bah, je suis passée par cette période aussi. Et où chaque pensée que j'avais, il fallait que je les trie. Pensée intrusive, pensée pas intrusive. Et puis, il y avait cette appréhension constante de est-ce que je vais en avoir une, est-ce que je vais en avoir une, est-ce que je vais en avoir une. Et au fur et à mesure, avec le travail, avec l'écriture, avec les différents exercices que j'ai pu faire, bah, finalement, on reprend aussi. Et puis, il y avait aussi un truc, c'est je reprenais un peu les activités que j'avais dans ma vie. En fait, les tocs et les pensées intrusives m'ont vraiment fatiguée, Bah oui, parce physiquement, que j'allais te dire, mentalement. en t'écoutant, je me suis dit, elle devait être crevée. Parce que J'étais trier les épuisée, pensées intrusives et les pensées qui sont pas intrusives, et puis voilà, etc., machin. Et je suppose que ça te coupait de ton environnement. totalement. Je pouvais pas vivre un instant, même si j'allais au théâtre ou voilà faire des choses, je ne pouvais pas profiter pleinement de ce moment. Il y avait aussi quelque chose où là j'ai repris le sport, bon, parce que bah, malheureusement avec tout cet épisode j'ai pris du poids. Voilà, ça en fait partie aussi. Donc le sport, les promenades. Moi j'ai la chance d'avoir un chien, donc déjà je suis obligée de sortir, mais c'est vraiment ça me libère aussi de quelque chose, prendre C'est du marrant comment soleil. tu dis les choses. Malheureusement, j'ai un chien et je suis obligé de sortir. Bah oui, c'est vrai, parce que parce qu'en fait, le chien, voilà, si c'est samedi soir qu'on est devant Netflix, il est 23 heures, La ah flemme. bah là, je m'endormirais bien. Ah, j'ai pas envie de le sortir. Bah si, il faut qu'il sorte. Hmm. Et finalement, et même dans les journées de télétravail où je suis là, ah non, j'ai une réunion, oh non, il faut absolument que je finisse ça. Bah non, je vais me couper pour aller sortir mon chien. Et ça, ça aide aussi de se dire, Hmm. je vais prendre l'air et de et il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, pardon, je divague un petit peu, mais c'est de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. Ah J'étais oui, pas, ça. for- Hmm. J'étais pas forcément une addict, mais voilà, j'aimais bien le soir aller sur les reels, sur Instagram, regarder plein de choses. Et je me suis dit, mais en fait, ça me donne une image de la vie, ça me met une pression sociale bah, par rapport au couple déjà, par rapport à plein de choses. Et c'est pas du réel, ça m'aide pas à me reconnecter à ma vie. Ça reste, c'est comme si je m'enfermais dans quelque chose au fur et à mesure et je descendais, je m'enfermais, je faisais moins en moins de choses et j'étais toute seule sur mon téléphone. Et là, je me suis dit, bah non, j'ai envie d'aller me promener avec mon conjoint, de voir ma famille, de reprendre en fait des activités de la vie quotidienne, quoi. Quand on a un niveau d'exigence élevé, et encore une fois, enfin, c'est pas mal d'avoir ça en fait, mais entre guillemets, les règles qui régissent ce niveau d'exigence élevé, il y a besoin qu'elles soient assouplies dans certains cas. Mais c'est vrai que finalement, quand on va se comparer aux autres, comme tu racontais tout à l'heure, et c'est vrai Mm. que finalement, les réseaux sociaux, bah, c'est le pire du pire. On va se retrouver avec une estime de soi qui va être. Et ce que tu racontes, c'est vrai même avec les gens qui n'ont pas de TOC. Oui, Euh, c'est vrai. ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, Euh, Bah, j'étais sur ma. Est-ce que tu as une dernière chose à partager? Une pépite ou un truc, ou une idée ou. hmm, je réfléchis, désolée, ça prend un peu de temps, je sais pas trop. Non, Ça non, vas-y. revient. Ou un truc que t'aurais dit ta psy qui aurait fait tilt. En fait, là, je suis sur mon carnet de phrases qui m'aident, moi. Vas-y.
Euh, Bah déjà, il y a le tu n'es pas tes pensées. Cette phase de dissociation dont tu as déjà parlé, dont Agathe a déjà parlé. On n'est pas nos pensées, on fait des rêves, on fait des cauchemars, on a des pensées dans la journée. Ça fait pas de, c'est pas nous. Notre responsabilité, c'est de les choisir. Exactement. Ça, c'est très bien ça. En vrai, hein, c'est Ouais, vraiment ça. Notre responsabilité d'être humain, c'est de les choisir. C'est comme si finalement notre cerveau il nous donnait le all inclusive là quand on va all inclusive. Quand on va là, j'imagine un énorme, tu sais, dans les restos où tu as plein de plats différents, etc. Et en fait, vous mangez pas tout. Sinon, vous allez être malade à la fin du repas. ouais, On peut pas ouais, tout manger, on peut pas tout goûter. C'est pas possible. C'est à vous de choisir en fonction de vos valeurs, de ce qui est ouais. important pour vous, de là maintenant, en fait, tout simplement. Ah bah tu vois là dans mon carnet j'avais écrit tu es une belle personne, tu peux être celle que tu souhaites. Hmm. Donc voilà, tu peux faire des choix en fonction de ce que tu veux. T'as déjà connecté avec cette autre personne, celle que tu souhaites? Ouais, ouais. C'était dans un exercice que j'ai fait, qu'est-ce que serait ma vie sans les tocs? Hmm. Donc je me suis plongée et je me suis vue, mais alors rayonnante, calme, enfin bref, et ça m'a donné beaucoup d'espoir et ça m'a motivée à me, à continuer enfin, à entreprendre surtout ce travail de développement personnel puisque je l'avais pas commencé finalement. Bon, bah, c'est bien tout ça. Ouais. Et puis il y avait une autre phrase que j'avais écrite, je vais peut-être finir là-dessus, mais quand je repense à ce que je souhaitais pour ma vie avant, d'un point de vue vraiment rationnel, Ça a bah en changé. fait, ça a changé, mais surtout je vis la vie dont je rêve, dont je rêvais plus petite. Hmm. Je vis à l'endroit où je veux, j'ai un conjoint avec qui je m'entends bien, avec mes parents ça se passe très bien, j'ai un chien, j'ai toujours rêvé d'avoir un chien. Et j'ai la vie que je souhaitais avoir. Et j'ai encore des problèmes. Oui, Bah, tu sais quoi, une fois que tu auras plus de TOC, tu auras encore des problèmes quand même. ah bah oui, bien sûr, et puis Ça fait partie de la vie, en c'est fait. ça, et puis ça nous aide, moi ça m'a permis de me découvrir vraiment. Mais c'est vrai que souvent les gens ils me disent ouais Antoine, bah voilà, ça va être génial, voilà, t'as plus de TOC, etc. Bah ouais, mais j'ai quand même d'autres problèmes. Je veux dire, Comme tout le monde. je suis un être humain pareil. La vie m'amène d'autres challenges par la Mm. suite, quoi. Et il y a aussi un autre truc qui revient là-dessus, c'est cette recherche de confort. Ma vie après les TOC, ce sera hyper confort. Ben peut-être, mais il y a de fortes chances que non. La vie, il y a des zones de confort et des zones d'inconfort à chaque fois, c'est comme ça. Exact. Euh, et je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui restent énormément longtemps avec leur TOC parce que ils font de cette recherche de confort une obsession. Or, pour s'en libérer, il faut passer par de l'inconfort qui est par exemple de l'exposition. Oui. Ce que tu as fait, ce que tu as dit tout à l'heure, écrire, mettre par écrit, ça a été difficile. Tu es sorti Ouais. quand même pas mal de fois de ta zone de confort, hein. Ah oui. Et même, je pense, retourner voir un psychiatre. Alors après, il te connaissait. Mais quand tu as été voir un psychiatre qui te donne le mauvais médicament, ou en tout cas, Ouais. qui t'est pas adapté à toi, et refaire confiance à quelqu'un à nouveau, enfin, je veux dire, voilà, c'est pas évident non plus, quoi. Oui, et puis c'était pas évident parce que j'avais l'impression que cette partie de moi, dans ma quête de perfection, était derrière moi. De voir un psychiatre. Parce que moi aussi, j'avais ce truc-là de voir un psychiatre ou prendre des médicaments. Ça veut dire que j'ai échoué quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à faire seule et c'était difficile à accepter pour moi. Ouais, et pour le coup, ça, c'est quelque chose qui reste limitant. Hmm. Parce que il arrive à drame à quelqu'un, bah heureusement qu'il y a des psychiatres, heureusement qu'il y a des psys qui peuvent être là. On est un être humain, euh, c'est une personne, c'est une amie qui me parlait de ça. On a des ressources, certes, mais il y a certains moments où on est tellement bas au niveau énergétique, au niveau du système nerveux, qu'on a besoin Hmm. de quelqu'un qui nous tende la main pour nous relever. On n'y arrive pas tout seul. Hmm. C'est par exemple des gens qui sont complètement en burn-out, plus, etc. Même se faire à manger, c'est compliqué. Ils ont besoin d'autres personnes. Je veux dire, il n'y a pas. Et je trouve que dans ces moments-là, c'est là où on voit que l'être humain, c'est un être de lien. Oui, totalement. On a tous nos forces, on a tous nos faiblesses, autant combiner nos forces ensemble pour nous entraider.
Et pour la dernière philosophie, enfin en tout cas c'est un peu ma philosophie de vie, il y a aussi, je t'ai dit qu'on avait des problèmes, on a un libre arbitre qui est, on n'est pas obligé de résoudre tous les problèmes de notre vie. Mm. Ça c'est énorme, surtout quand on est des perfectionnistes. Ah oui, ça c'est. On n'est pas obligé de tout résoudre en fait. On Mm, peut se dire, bah ce truc-là, bah voilà, c'est comme ça. Et on peut mm, mettre un niveau d'exigence élevé sur d'autres thématiques où ça a plus de sens pour moi. Je me mm. mets en... Voilà. Bah, je te remercie, Elsa. Ouais, C'est très gentil à toi. C'est un beau je t'en prie. témoignage et je trouve qu'il vient complémenter, enfin, compléter tout ce qu'on a pu déjà dire sur ce podcast. Bah, tant mieux. Est-ce que je peux juste te dire un dernier truc pour finir? Ouais, bien sûr. Pour toutes les personnes, en tout cas, qui traversent des périodes avec des TOC, quels qu'ils soient, je sais que c'est difficile, on le sait, on est passé par là. Sachez que, bon, comme le dit très bien Antoine, il est possible d'aller mieux, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, et moi, au-delà de ça, aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir et même de traverser cette période parce que ça m'a appris énormément sur moi. Ça m'a appris, ça m'a permis d'avancer et de mettre en place des outils que je ne soupçonnais même pas et que je ne pensais pas avoir en moi. Donc vraiment, ça se manifeste. Et si on arrive à travailler sur soi, à les écouter, à les accepter, à se dissocier, à faire tout le travail qu'il y a derrière, on a des grands résultats et au-delà de juste plus avoir ces tocs et plus avoir ces pensées Hmm. intrusives. C'est un beau mot de la fin. Voilà. Je te remercie, Elsa. Bah, merci à toi. Encore merci à Elsa pour son partage. Vous nous avez entendu parler d'Agathe Kespit. Qui c'est? C'est une personne qui a aussi souffert de TOC de couple, et qui en parle très bien sur sa chaîne YouTube. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Elsa parle également d'un exercice qui lui a été utile. Cet exercice vient du pack de 5 exercices que je propose pour la phobie d'impulsion. Alors ces exercices semblent donc aussi utiles pour le TOC de couple. Vous trouverez le lien vers ces exercices dans la description également. J'espère dans tous les cas que ce témoignage vous a été utile et qu'il renforce chez vous un peu plus l'idée que oui, il est possible d'aller mieux.